Bonjour à tous. Dans cet épisode, je vous propose une discussion et une réflexion d'ordre scientifique. Nous allons utiliser des outils mathématiques et j'espère soulever un ensemble d'arguments, d'indices qui pointent dans la même direction, à savoir que la causalité n'est pas un concept scientifique. Bon, normalement, c'est censé être clair que la causalité ne peut pas exister puisque causalité est égale à axiome. Un axiome est égal à de la pensée magique, est égal à la théologie. Voilà. Quelque chose dont on part du principe que ça existe alors qu'on n'en a pas observé la queue du chat, ni même l'ombre de la queue du chat. Et surtout, ce qui pourrait vous intéresser, je trouve très intéressant, c'est que en fait, vous pouvez pas défendre que la causalité existe et dire que vous avez compris ce que c'est que la gaussienne. C'est ça que je vous propose dans cette vidéo. Si vous dites que la causalité existe, vous n'avez pas compris ce que c'était que la gaussienne. C'est ce que je vais défendre dans cette vidéo. Certains d'entre vous en terminale, vous avez vu la loi de décroissance radioactive des éléments. Donc ça, c'est pas trop des mathématiques, c'est plutôt de la physique. Supposez que cette délimitation, cette frontière ait du sens. Et si vous avez compris la loi de décroissance radioactive, hein, donc je ne demande même pas d'aller aussi loin que la demi-vie. Hein. Mais si vous prétendez avoir compris ce que c'était que la demi-vie et la loi de décroissance radioactive, c'est bizarre que vous utilisiez la relation de cause à effet, puisque la loi de décroissance radioactive contredit et va plus loin, explique mieux les événements que la causalité. Alors ici, la causalité, la relation de cause à effet, c'est ce que vous avez bien compris. Hein, je fais une égalité entre la relation de cause à effet et la logique élémentaire, programme Mathsup PathSP. Je vais aussi vous démontrer que il faut choisir. Hein, c'est soit vous comprenez les probas conditionnels, donc soit vous comprenez ce qu'a fait Monsieur Bay, pardon pour la prononciation, soit vous êtes pour la relation de cause à effet. Hein, mais en fait, les deux sont incompatibles. Hein. La formule de Bay n'est pas compatible avec la relation de cause à effet. Et en plus, comme pour la radioactivité ou la gaussienne, la formule de Bay va plus loin que la causalité. Elle est observable déjà, et elle explique mieux. Et elle permet de faire des prédictions. Parce que dans la totalité des modèles prédictifs d'aujourd'hui, hein, des détecteurs automatiques, on n'utilise pas de la causalité. Hein. On utilise des probas, notamment la formule de Bay. On utilise des coefficients de corrélation. Ça, on les utilise. Donc on peut faire des prédictions sur la base de la formule de Bay, du coefficient de corrélation, d'autres outils, ça et ça par exemple, indirectement. Mais on ne peut pas utiliser de relation de cause à effet pour faire des prédictions hein, en 2022. Je rappelle qu'un réseau de neurones, simple ou convolutionnel, profond, n'utilise pas du tout ces bêtises. Il utilise plutôt la fonction aléatoire et des modèles probabilistes ou des choses qui ressemblent à des probabilités. Je vais aussi soulever pour tenter de vous convaincre que la causalité est un concept qui pue la merde. Pardonnez-moi l'expression. Je vais utiliser aussi l'algèbre mathématique, les fonctions polynomiales. Vous vous souvenez peut-être de y égale ax carré plus bx plus... attendez, je vais mettre une deuxième variable. Là, je vais mettre... je vais mettre O. Plus epsilon. Je vais démontrer que si vous avez compris les fonctions polynomiales, si vous les comprenez au moins un peu théoriquement, c'est bizarre que vous pensiez que la causalité existe, hein, puisque ça, pareil, ça contredit la causalité, la relation de cause à effet, et ça va même plus loin. Et ça, d'ailleurs, ça fait partie des formules qu'on peut utiliser pour faire de la prédiction, tandis que ça, encore une fois, ça sert à rien quand il s'agit de faire de la prédiction. Ce qui est paradoxal, puisque si vous défendez que la causalité existe, une manière de vérifier si ce que vous dites est vrai, ça serait de vous demander de prédire des événements. Hein. Parce que si A implique B, ça voudrait dire que vous êtes capable de prédire des événements. Or, justement, quand on utilise l'algèbre et des mathématiques, on ne parle pas d'événements, on parle de probabilité d'événements et on donne des écarts types. Ce qui n'est pas trop compatible là-dedans, hein, qu'on ne retrouve pas trop là-dedans. Et on fera aussi peut-être un passage par Monsieur Einstein, hein, pour compléter peut-être ce chapitre.
notamment au travers des contributions. C'est un petit peu surprenant de se déclarer respectueux du travail d'Einstein et de défendre l'existence de la relation de cause à effet, puisque précisément, je vais y revenir, Albert Einstein contredit un petit peu, enfin en tout cas il utilise pas ça, par contre il utilise beaucoup plus l'algèbre. Il y a la formule E égale mc2 et il y a aussi ce qu'a dit Einstein sur la gravité. Je vais peut-être commencer par là. Bon alors si vous voulez, on peut peut-être commencer par la gaussienne. La gaussienne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je pourrais faire sauter les axes, puisque ça pourrait être autant ça. Ça dépend de la variable que vous étudiez. Ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Bon, quand les humains étudient la nature, on retrouve de manière récurrente la gaussienne. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une espèce d'appréciation de la distribution de caractères dans une population. Quand vous étudiez les humains, la taille des êtres humains, la couleur de leurs yeux, la longueur de leur sexe, quand vous étudiez la longueur dans une forêt des brins d'herbe, le diamètre des feuilles, tout ça, eh bien, cette forme est récurrente. Cette forme est récurrente. La vie sur Terre en tout cas, à défaut de pouvoir trop la mesurer ailleurs, sur d'autres planètes, est gaussienne. C'est-à-dire que ce qui est observable se distribue en suivant cette forme. Et alors, qu'est-ce que veut dire cette forme? Bien justement, le rapport avec la causalité, A implique B, il y a un caractère extrêmement total. L'assertion logique élémentaire, MPCI, PCCI, là, il n'y a aucune nuance. C'est A implique B. En plus, la contraposée, c'est ça, la contraposée, c'est A implique B, si et seulement si, non B implique non A. Donc c'est vraiment très excluant. Très excluant. Or, justement, la gaussienne ne va, je trouve, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je vais vous donner un exemple. Typiquement, sur les réseaux sociaux, un des sujets qui embrase les foules, c'est le sujet des différences entre les genres ou entre les sexes. Et alors, typiquement, on peut imaginer sur un axe la gaussienne des hommes, la gaussienne des femmes. Et on peut s'apercevoir que c'est pas tout à fait les mêmes. Alors on peut fusionner tout le monde pour s'intéresser à l'humanité. Ça va nous donner une gaussienne qui n'est ni celle-ci ni celle-là. Donc je sais pas, ça on va dire que c'est la gaussienne des femmes. On va dire les gaussiennes des hommes. Donc c'est un exemple simplifié, mais de toute façon, quand on représente des choses sur le papier, c'est généralement que des simplifications. Et du coup, pourquoi ça contredit? En quoi la gaussienne contredit A implique B? Il faut choisir. Soit vous croyez dans la gaussienne, soit vous croyez dans la relation de cause à effet. Eh bien, typiquement, je vais dire un homme est généralement plus grand, plus fort, plus de muscles. Vous voyez, c'est là, peu importe le caractère considéré, ça peut être la masse totale, la masse osseuse, le nombre de muscles, la masse musculaire, je ne sais pas. Mais grosso modo, c'est ça. Quand on défend que l'homme est différent de la femme, l'homme avec un grand H, eh bien, tout de suite, il y a des personnes qui vont vous dire ah oui, mais non, je suis désolé, moi, ma tante, ma cousine ou tel athlète russe, elle est plus grande que moi, elle est plus forte que moi, doit-on en déduire que c'est un homme? Eh bien, pour moi, cet exemple nous montre bien que c'est un appel à la relation de cause à effet. Or, précisément, ce qu'on disait, c'est pas que une femme qui serait plus grande ou plus forte que pas mal d'hommes, ce serait pas une femme. Non, justement, c'est ce que dit la gaussienne. Elle dit, il y a une douceur. Voilà, il y a une douceur. Par opposition à des filtres extrêmement violents qu'on peut retrouver dans des réseaux de neurones, justement. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand on vous parle de réseau de neurones, un réseau de neurones, en fait, c'est un ensemble de petits filtres. Chaque neurone est un filtre. Et il va avoir des fonctions d'activation, ce qu'on appelle des fonctions d'activation, la manière dont réagit le neurone à ce qui arrive en entrée. Et
Et donc, il faudrait, si vous pensez à A implique B, non B implique non A, pour ça, vous, c'est une hérésie, pour ça, hein. Pour vous, hein. Ça, c'est une hérésie, c'est pas possible, hein. A implique B, non B implique non A, ça serait des fonctions d'activation du ce genre 0, 1. Quelque chose de très, très binaire, hein. Ou des trucs, comme je vous disais, hein, des trucs très, 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 très violents, hein. Moins 1, 1. Et pas ce genre de truc courbe. Et puis en plus, dans la notion de gaussienne, vous avez ce qu'on appelle les extrêmes. Donc ce qui serait là, ce qui serait là. Et puis en plus, ce qui est particulièrement mou dans la gaussienne, et donc assez incompatible avec la relation de cause à effet, c'est que là, j'ai mis mes barres là, ici, pour qualifier ça d'extrême et d'extrême, mais qui dit que c'est là, et c'est pas plutôt là, ou c'est pas plutôt là, c'est pas plutôt là, c'est pas plutôt là. Et justement, donc dans le chapitre de la gaussienne, on dit, on va introduire du 90%, 95%, voilà, en fonction des besoins. Donc on va justifier, enfin on va dire, je mets mes barres, ma frontière entre ce qui est normal, un caractère normal et un caractère extrême. Eh bien, je vais dire, entre mes deux barres, je dois avoir 85, 90, 95% de la population, mais tout ça, et ce sont des choix subjectifs et partiaux, hein. Donc c'est extrêmement mou, et c'est pour ça que pour moi, vous pouvez pas croire dans la gaussienne et défendre et utiliser des mots comme parce que ou pourquoi, hein, qui sont des allusions à la logique élémentaire, à la relation de cause à effet. La gaussienne vous dit non, il n'y a pas de... C'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus doux que ça. Alors ensuite, il y a... je vous ai parlé de la formule de Baye, par exemple. Je vous ai dit, moi je vous dis, soit vous croyez dans la relation de cause à effet, vous la défendez, soit vous croyez dans la formule de Baye, mais c'est l'un ou l'autre, hein. Parce que la formule de Baye contredit la relation de cause à effet et l'implication logique A implique B. Et elle va même plus loin, parce que on peut utiliser la formule de Baye pour faire des prédictions. Enfin, on l'utilise tous les jours, en fait, hein, et vos appareils électriques l'utilisent tous les jours. Je vous rappelle donc A implique B. Ça, c'est la logique élémentaire. Alors, pourquoi la formule de Baye contredit ça? Eh bien, parce que déjà, la formule de Baye, Monsieur Baye, il arrive et il met des coups de pied dans la tronche, hein. Il dit, non, c'est de la connerie, ça, hein. Déjà, c'est pas A implique B, c'est P de A. Donc lui, il dit, c'est pas les événements, parce que là, on parle d'événements, hein. C'est pas les événements, c'est les probabilités des événements. Ce qui rappelle un petit peu ce qu'on observe un peu plus quand on s'intéresse aux événements de manière quantique. Vous savez, quand on s'intéresse à l'emplacement ou l'existence d'un électron, on parle pas de... On répond pas à la question est-ce qu'un électron il est ici? Non, non, on parle de la probabilité de sa présence à cet endroit, cette zone, à un instant donné. Donc déjà, pour moi, hein, je voudrais rappeler, c'est quand même un peu bizarre de défendre les probabilités conditionnelles, de parler de Baye, de prétendre avoir compris Baye, si vous utilisez des mots comme la causalité, les causes, la relation de cause à effet, parce que justement, Baye vous dit non, non, on ne parle pas d'événements, on parle des probabilités des événements. Donc P de A, P de B, d'accord. Deuxièmement, Baye vous dit c'est pas une relation de causalité, c'est une relation d'égalité. D'accord ? Ça, c'est pas une flèche, un signe égal. Ça veut dire quelque chose que vous comprenez, que moi je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? En tout cas, c'est pas la même chose que ça. Ça, c'est de la philosophie, hein. Ça n'a jamais été défini. On utilise une flèche en chimie pour les réactions totales, mais d'ailleurs, on voit plus tard que ça n'existe pas tellement les réactions totales, hein. C'est une simplification à outrance. C'est bon pour les personnes qui font pas trop de chimie, quoi, enfin qui arrêtent la chimie en terminale. Donc non. Et donc deuxièmement, Baye vous dit, c'est pas de la causalité là, c'est de l'égalité. Baye a proposé une relation d'égalité. D'accord ? Une relation, il peut y en avoir de différents types. On peut penser à la relation de cause à effet, qui pour moi est de la théologie, comme je le défends. Baye n'utilise pas la relation de causalité, il utilise l'égalité. Et c'est pour ça que... Et donc, dans les fonctions polynomiales aussi, on utilise la relation d'égalité. Et Albert Einstein, dans E égale MC2, il utilise aussi la relation d'égalité. Et Einstein, encore une fois, une de ses plus grandes contributions, hein,
c'est d'avoir dit non mais en fait la gravité c'est pas une force. La gravité est égale à une déformation de l'espace-temps par la masse. Donc encore une fois une relation d'égalité. Bon. Troisièmement, donc premièrement on parle pas des événements, on parle de probabilité des événements. Deuxièmement, c'est pas une flèche, c'est une relation, c'est pas une relation de cause à effet, c'est une relation d'égalité entre A et B. Et troisièmement, il nous dit mais c'est pas probabilité de A, c'est probabilité de A sachant B. Et pareil, hein. Donc je vais écrire la formule en entière. C'est probabilité de A sachant B est égale à P de B sachant A fois P de A divisé par P de B. C'est-à-dire que je vous rappelle quand même que la formule de Bay, c'est bien comprendre que c'est pas P de A ni P de B. Hein. Ils sont pas tout seuls. Hein. En fait, Bay nous rappelle que la vraie égalité, hein, je crois, hein, si je me souviens bien, c'est que c'est toujours P de A sachant B fois P de B. Donc ça part là-bas, est égal, relation d'égalité, P de B sachant A fois P de A. Ces termes sont extrêmement importants. Hein. Pour moi, Bay va beaucoup plus loin, la formule de Bay va plus loin dans l'explication de ce à quoi on pense quand on pense à la causalité. Lui, il explique mieux, il va plus loin. Il explique qu'on parle de probabilité des choses, probabilité des événements, pas des événements. Et puis, il introduit le sachant que. Là, il n'y a pas de sachant que. Hein. Il n'y a pas de A implique B, sachant B ou sachant une autre variable. Hein. C'est ça qui est particulièrement suspect. Il n'y a jamais de sachant que. Or, dans la vie de tous les jours, les comportements humains, vous serez peut-être d'accord avec moi que c'est pas, c'est jamais A implique B. Tiens, telle personne a fait tel acte répréhensible. Oui, mais c'est sachant que c'est quelqu'un qui a subi des choses dans son enfance terribles, donc c'est quelqu'un que ça légitime pas ses actes, mais c'est un peu compliqué quand on l'a laissé se faire déscolariser par sa mère et se faire taper dessus par son père pendant les 10 premières années de son existence. C'est un peu compliqué de parler de causalité. Non, c'est plutôt du bayésianisme, c'est plutôt des probabilités conditionnelles. Hein. Un individu ne sort pas du néant comme ça. Pop, à 18 ans, un individu violent qui ne respecte pas la propriété des personnes, qui arrache les bijoux, qui prend quand il voit quelque chose, le prend. Non, non. Ça existe. Justement, c'est ça que je reproche à cette représentation et au chapitre de logique élémentaire en mathématiques. Les choses sortent du néant, c'est bien pratique. Il nous dit non, les choses ne sortent pas du néant. Hein. Il y a toujours du sachant que. La radioactivité. Est-ce que vous vous souvenez du chapitre de radioactivité niveau terminal, je crois hein. Pour moi, la radioactivité, c'est aussi intéressant pour réfléchir à préciser la causalité. C'est aussi intéressant pour montrer que A implique B, non, c'est faux. Voilà à quoi ressemble la loi de décroissance radioactive d'une population d'éléments radioactifs. Alors pour ceux qui n'ont pas fait de terminal, si vous voulez, voilà un échantillon d'une pierre radioactive. Donc c'est des milliards d'atomes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en terminale, on vous a expliqué que c'est impossible de déterminer quand est-ce qu'un atome, déjà c'est même pas possible de représenter un atome, hein, techniquement, c'est très discutable ce que je suis en train de faire, mais cet atome, on est incapable de savoir quand est-ce qu'il va se désintégrer. Et pour moi, du coup, c'est déjà une première remise en question, attaque de A implique B. Là encore, on a beaucoup plus de souplesse, hein, vous voyez, hein, la pente, hein, on retrouve la souplesse un petit peu comme dans la gaussienne. Non, un élément radioactif ne se désintègre pas. Radioactivité ne veut pas dire qui se désintègre. Non. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous vous souvenez peut-être, enfin, en terminale, on vous a dit, la désintégration d'un élément radioactif est absolument imprévisible. Il y a d'autres adjectifs qu'on vous dit. Et donc c'est pas parce qu'un élément est radioactif qu'il se désintègre. Non, c'est beaucoup plus probabiliste que ça justement.
Et justement, on contourne le problème parce que nous, les êtres humains, bah, on est quand même des gros individus hein, par rapport à ce qui nous entoure et par rapport aux quantités de matière, hein, au nombre de moles avec lesquels on travaille. Hein. Je veux dire, j'attrape un fruit, je sais pas, là il y a des milliers de moles dans ma main et pour moi c'est hyper léger, mais il y a énormément de matière là-dessus. Et justement, quand on travaille avec dans le nucléaire, hein, pour faire tourner des centrales nucléaires, on ne travaille pas sur des atomes, on travaille sur des paquets d'atomes concentrés, mais il y a c'est pas des milliers, c'est pas des, c'est pas des dizaines de milliers, c'est pas des centaines de milliers. La constante d'Avogadro, c'est combien? C'est 6,02 fois 10 puissance 23, il me semble. On tape dans ces échelles-là dès qu'on a une mole, hein, et c'est pas grand-chose une mole. Hein. Et donc, les éléments radioactifs, on observe que voilà, quand c'est une population, je ne sais pas quand est-ce que va se désintégrer j'ai aucun moyen de savoir quand est-ce que la causalité causerait la désintégration de la radioactivité, mais je m'en fous. Moi, j'en ai beaucoup. Tout ce petit paquet, je peux le mettre à l'endroit où ça m'arrange pour faire ce que je veux au niveau industriellement. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il va y avoir cette courbe-là. Ça va suivre cette courbe, c'est-à-dire que, bon, là, c'est l'instant zéro. Au bout d'un moment, quand le temps va s'écouler, la courbe a cette tronche, c'est pas du tout linéaire, c'est pas du tout comme ça, c'est comme ça. Et quand je vais arriver là, donc à équidistance, là, ici, hein, c'est-à-dire la moitié, là, donc là, c'est maintenant. Quand je vais arriver donc là, c'est la quantité maximum. Hein, j'ai tous mes éléments radioactifs du départ, à l'instant zéro. Et quand je vais arriver ici, donc là, j'ai moitié moins d'éléments radioactifs. Je vais projeter sur ma courbe. Et là, ça va me donner ce qu'on appelle la demi-vie. T1 demi. La demi-vie des éléments radioactifs. Et alors, dans le cas du carbone, de l'uranium, du rubidium, du strontium, c'est des milliers d'années, voire des millions d'années, si c'est pas plus. Non, pas dans le cas du carbone 14, pardon. Dans le cas de l'iode qu'on utilise dans le médical, la demi-vie, c'est quelques dizaines de jours. C'est-à-dire que si je vous donne, voilà, un doigt d'iode radioactive pour faire le marquage, imaginez hein, mon doigt là. Si je vous donne ça d'uranium, si je vous donne ça d'iode, juste ça, ben je sais pas, je vais dire 40 jours à la louche. Je sais que dans 40 jours, il n'y a plus que ça de radioactivité dans vous. Et donc, dans encore 40 jours, il n'y a plus que ça. Je sais plus si c'est 40 jours, je pense pas. Je pense que c'est plutôt 7 jours. De tête, je sais plus. Bon. Et bah, c'est intéressant parce que bon, vous êtes quand même un gros animal. Je sais quand même que ça se désintègre tout seul, sans que j'ai rien à faire, assez rapidement. Donc même si ça pose quand même... Enfin, c'est pas du sucre, je sais que ça se désintègre très rapidement. Et donc, pour moi, la loi de décroissance radioactive invalide la causalité, jusqu'à l'explique mieux. Là, on a des outils mathématiques qui nous permettent de faire des probabilités pour qu'un élément, un élément soit désintégré au bout d'un moment. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, on est dans le concret, la probabilité que la moitié d'une grosse quantité à l'échelle atomique, hein, une grosse quantité d'éléments radioactifs d'un minerai, d'une roche radioactive, on peut faire des probabilités, des prédictions avec des écarts types sur au bout de combien de jours il me restera quoi, modulo combien, avec plus ou moins. Ça, je pense que la demi-vie, oui, c'est 7 jours plus ou moins, par exemple, hein, je dis n'importe quoi, plus ou moins un jour. C'est ça, l'écart type et la variance. C'est ça que je reproche aussi à Implique B, c'est qu'il n'y a aucune notion d'écart type ni de variance. Et du coup, c'est pas parce qu'un élément est radioactif qu'il se désintègre, non. Un élément radioactif, un atome radioactif que vous avez là, bah, il se désintégrera, même si c'est de l'iode, hein, lui, il se désintégrera peut-être dans 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans.
Lui, individuellement, vous ne savez pas. C'est imprévisible. Donc ça, c'est pas possible. Si c'était aussi simple que ça, un truc radioactif devrait se désintégrer. Mais ben non. On ne sait pas comment, ni comment... On ne sait pas justement comment ça se fait qu'à un moment donné, un atome se désintègre et les autres ne sont pas désintégrés. Et il y en a qui vont se désintégrer encore plus tard. On ne sait pas comment, justement. Et quand on dit qu'on ne sait pas comment, on ne sait pas trop ce qui déclenche la désintégration ou la fusion radioactive, on fait allusion à la causalité d'ailleurs, mine de rien. On est incapable d'écrire une chaîne de causalité. Alors j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Les équations polynomiales A égale, je sais pas, coef 1 fois B plus coef 2 fois C moins coef 3 fois B, encore une fois, plus epsilon. C'est ça les équations polynomiales de x degrés. D'ailleurs, je pourrais foutre des exposants là, là, là. Pour moi, là, on a quand même... si vous croyez dans l'existence de ces fonctions polynomiales, et il y a fort à parier que oui, puisque vous en connaissez quand même des applications, ne serait-ce qu'au niveau terminal, on vous a appris à résoudre extrêmement rapidement quand même, enfin automatiquement, des équations polynomiales d'ordre 2, je crois. Vous savez, delta est égal à b carré moins 4ac. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, c'est pas une relation de causalité, c'est une relation d'égalité, et qui nous dit comment passer de A, comment calculer la valeur de A en fonction d'autres variables, c'est-à-dire comment passer d'une variable à l'autre. Puisque, justement, l'algèbre, la représentation de la valeur d'un phénomène en fonction d'autres variables, c'est-à-dire notre réalité, on peut à chaque fois, je peux prendre le plus epsilon, le mettre là, ça devient moins epsilon, je peux factoriser, je peux développer, c'est tellement évident que je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais du coup, pour moi, ça montre l'inexistence de la causalité. Vous ne pouvez pas trop défendre l'existence de la relation de cause à effet si vous comprenez une équation polynomiale de degré 2, d'ordre 2. Je ne sais plus ce qu'on dit, ordre ou degré. Puisque justement, une équation polynomiale, je ne sais pas, A égale 2 fois B au carré moins 4, voilà, je peux la retourner. Ça va faire quoi? A plus 4 égale 2B carré. Ça va faire A plus 4 divisé par 2 égale B carré. Et donc, on va partir sur B est égal à A plus 2 divisé par 2, exposant un demi, des trucs comme ça, ou moins, enfin, ou l'opposé, on va faire deux solutions. Vous voyez bien qu'on passe de l'un à l'autre. Donc, on attaque la flèche, là, parce que la flèche, elle va de gauche à droite, là. Et on a bien une relation, il se trouve qu'on a appelé ça la relation d'égalité, qui nous explique comment passer de l'un à l'autre, et de manière beaucoup plus claire que ça. Ça, là, c'est quand même beaucoup plus facile à manier, c'est beaucoup plus applicable que ça. Et encore, et puis justement, là, il n'y a que deux termes. Il n'y a que une variable A, une variable B. Et là, je peux foutre autant de variables que je veux, plein de coefficients, plein de constantes si je veux, avec en plus les systèmes. Parce que là, je vous ai dit A égale 2 fois B carré moins 4. Mais vous avez vu les systèmes. On vous a appris à résoudre certains systèmes. On peut imaginer que A est égal à 2B moins 4, mais que B est égal à, je sais pas moi, C plus Z. Ok, que Z est lui-même égal à 4 fois A exposant moins 18. J'en sais rien. Mais en tout cas, ce système de représentation, à l'inverse de A implique B, eh bien, il montre bien comment un système d'équations, justement, des espèces d'intrications, de relations, ce qu'on appelle un système entre des valeurs, entre des variables. Et ça va beaucoup plus loin que A implique B.
Et donc je disais la même, peut-être c'est à mettre dans ce même chapitre, E égale MC2. Bon, alors ça sert à quoi? C'est rien du tout, hein. E égale MC2, c'est juste que Einstein, il s'est rendu célèbre, hein, je le rappelle quand même, hein. Einstein est célèbre parce que justement, il a su proposer une relation d'égalité entre la masse et l'énergie. Il a su proposer une relation d'égalité qui explique comment on passe de la masse et de l'énergie, et réciproquement d'ailleurs, hein. Oui, hein, parce que dans E égale MC2, vous pouvez partir de E pour arriver à M, mais vous pouvez partir de M pour arriver à E. Et c'est pour ça que pour moi, si vous avez compris E égale MC2, c'est bizarre que vous utilisiez la relation de cause à effet, pour la raison que je viens de vous dire. Là, c'est pas clair, hein. Comment on fait dans l'autre sens? Je vous ai parlé de la contraposée, mais la contraposée, justement, tous les mathématiciens ne sont pas d'accord. Tiens, c'est peut-être le moment d'en parler. Justement, la contraposée, c'est pas compatible avec la gaussienne, puisque on parle de... C'est des généralités, c'est des généralités. Donc, on peut pas dire, ah bon, alors si une femme, elle est plus grande que moi, c'est pas une femme, alors. Pourtant, c'est ce que voudrait dire la contraposée, hein. Si vous croyez vraiment dans la relation de cause à effet, normalement, vous êtes censé... A implique B si et seulement si, non B implique non A. Donc, si vous croisez un homme qui est trop petit ou une femme trop grande, ça peut vous poser problème normalement. Et c'est peut-être le moment de parler de la publication de 1965, parce qu'il y a des gens qui prétendent qu'en 1965, Richard Bradford Bradford a défini la causalité, pas du tout, hein. D'ailleurs, je vous l'ai traduit en français cet article. Allez le lire, hein, parce que comme ça, vous apercevrez déjà le nombre de choses qu'on fait dire à cet article qu'il ne dit pas. Puis c'est bizarre parce que je suis le seul à l'avoir traduit en français, donc c'est quand même bien pratique de le laisser en anglais. Comme ça, on peut raconter tout ce qu'on veut aux Français. De toute façon, comme ils lisent pas l'article est en anglais. C'est un peu comme la Bible, hein, comme quand elle était en latin, hein. On peut lui faire dire ce qu'on veut. C'est pratique pour endoctriner les ouailles et les faire aller dans la direction qui nous arrange, ou pour que les ouailles ne se rebiffent pas. Oui, la causalité, donc il en discute. Lui, c'est un médecin, hein, et les médecins sont pas du tout copains avec la... c'est bizarre qu'il y ait des médecins qui utilisent les mots cause ou causalité, hein. D'ailleurs, moi je trouve, hein, pour avoir parcouru des bulletins épidémiologiques hebdomadaires de Santé publique France, on a des expressions... une publication que je vous mettrai dans la description sous la vidéo, c'est intéressant de voir qu'on parle plus de facteurs responsables, hein, que de causes. Dans la publique de Santé publique France que je vous mets dans la description sous la vidéo, je crois qu'il y a une seule récurrence pour le mot cause. C'est un papier sur les facteurs responsables du cancer, justement, la prévention du cancer. Oui, je sais plus où j'en étais, mais dans cet article, justement, Bradford Hill, quasiment, parce qu'il développe 9, c'est pas des critères, hein, contrairement à ce que certains disent, hein. C'est plutôt des lignes directrices. Donc c'est un peu représenté comme des chapitres. Très inégaux d'ailleurs, hein, ce qui est assez suspect d'ailleurs. Il y en a 3 qui sont développés et les autres c'est vraiment torché. Mais quasiment à plusieurs reprises, quand il énonce les 9 lignes directrices, il dit bien que pour lui, si et seulement si non B implique non A, ça c'est poubelle, hein. En médecine, tu oublies, hein. C'est pas parce qu'un pathogène peut être à l'origine de symptômes, mais c'est pas parce qu'il y a absence de symptômes que le pathogène n'est pas présent ou que le patient n'a pas été exposé au pathogène. D'ailleurs, tout le système immunitaire, c'est ça, hein. À chaque fois qu'on parle on va prendre des exemples où il y a le système immunitaire en question, on va pas pouvoir utiliser la contraposée, hein, parce que, le principe de la vaccination. Est-ce que c'est le vaccin qui vous guérit? Ben non, le vaccin sans le système immunitaire est rien. En fait, c'est juste que le vaccin permet d'envoyer une information qui a l'avantage de contenir l'information du pathogène, mais sans générer la réaction non souhaitée du pathogène dans sa forme sauvage, pour que le jour où l'individu est en contact avec le pathogène sauvage, il en subisse beaucoup moins son corps soit beaucoup plus près, puisque le système immunitaire sera beaucoup plus près, puisqu'il aura déjà eu cette information dans sa banque de données.
il sera déjà prêt, il aura déjà des munitions. Et donc je vous dis, on peut pas dire le vaccin cause la guérison, c'est beaucoup plus compliqué que ça, notamment entre les deux, là, il y a quand même un énorme truc qui s'appelle le système immunitaire avec des milliards de cellules extrêmement différentes les unes des autres. Et le système immunitaire étant lui-même dépendant d'autres choses, la génétique, etc., etc. Donc au début, je vous avais dit, je vais utiliser la gaussienne, la décroissance radioactive, l'algèbre polynomiale, la formule de Bayes pour vous dire que la causalité, ça n'existe pas. Hein. En tout cas, que cette représentation logique élémentaire, elle est débile. Mais je pourrais rajouter aussi 1965, tout ce qui est médecine. Hein. Médecine, causalité, ouais. De lui, mais c'est un peu délicat de mettre cause parce que Bradford est très prudent en fait. Hein. Bradford en 1965 n'a pas la péremptorité des experts, des youtubeurs en 2022 qui lui font dire ce que lui n'a pas dit. Hein. Justement, il n'a pas dans cet article là, causation or association, etc., environnemental, je sais pas trop quoi. Cet article de 1965, il dit pas j'ai défini la causalité. Hein. C'est plutôt 9 lignes directrices, c'est des éléments de réflexion purement déclaratifs d'ailleurs. Et puis il n'y a aucune formule proposée par Bradford Hill, hein, contrairement à Bayes, hein, par exemple, hein, ou à Fisher. Fisher qui a pendant une bonne partie de sa carrière tiré à boulet rouge sur Bradford Hill, hein, notamment sur ce qu'il défend dans cet article. Oui, donc je disais sur Albert Einstein, je vous ai dit, lui, c'est une relation d'égalité entre l'énergie et la célérité. Et il y a aussi la deuxième chose, que je pourrais peut-être défendre que c'est la deuxième chose pour laquelle, voire la première chose pour laquelle il est connu, Einstein, c'est d'avoir cassé cette idée que la gravité est une force. D'ailleurs, c'est une relation d'égalité, ça, pas une relation de causalité. Il a dit que la gravité, excusez-moi pour mon écriture, il a proposé une relation d'égalité avec l'espace-temps et la masse. Donc je serais bien incapable de vous dire où sont les fois, les divisés, les trucs, mais c'est ça, hein. C'est gravité, relation d'égalité, quelque part il y a l'espace-temps et quelque part il y a la masse, je sais pas, imaginez les signes, mais c'est ça, hein, la révolution Albert Einstein. La gravité n'est pas une force, c'est l'espace-temps qui est déformé par la masse. Je me tiens debout au moment où je fais cette vidéo, mais c'est pas sous l'effet d'une force. C'est l'espace-temps qui est déformé à l'endroit où je me trouve, par la masse de la planète déjà, et même la mienne d'ailleurs. Donc vous aurez remarqué, j'espère que vous apprécierez, que je vous ai pas parlé de la corrélation de Bravais-Pearson. Mais je pourrais la rajouter, hein. Je pourrais la rajouter à mes arguments anti-causalité. Je vous invite à consulter la description sous la vidéo parce que c'est là que je mets les sources. Si vous avez apprécié ce sujet, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez les sujets scientifiques, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, c'est une vidéo que je vous recommande en rapport avec le présent sujet.